Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Bienvenue à vous, chers auditeurs, que vous nous écoutiez tranquille chez vous, au volant de votre voiture ou en marchant, peu importe la plateforme de balado-diffusion. D'ailleurs, on aimerait bien en savoir davantage sur vous. Quels ont été vos héros anonymes chouchous, ceux dont l'histoire et le parcours vous ont particulièrement touché? Y a-t-il des passionnés qui font la différence, que vous connaissez et que vous aimeriez que l'on reçoive à cette antenne? Et qu'aimez-vous le plus de cette émission? Ce sont toutes des questions essentielles pour nous, pour notre équipe, afin de vous offrir une émission que vous aurez envie de suggérer à vos proches et dans vos réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est vraiment un grand service qu'on vous demande. S'il y a une émission qui vous a particulièrement touché, si vous avez l'occasion de la partager dans les réseaux sociaux, vous allez nous aider à faire découvrir ces héros anonymes à de plus en plus de gens et aussi à faire découvrir la mission d'inclusion qui est celle de Canal M. Vous pouvez également envoyer un courriel sur la page de l'émission à notre recherchiste Catherine Bourderon pour, suggérer toutes ces idées et nous dire qu'on fait un travail formidable. Toute l'équipe, on sera bien content de vous entendre. Donc, la page de l'émission est sur canalem.vuesetvoix.com. La bonne nouvelle, c'est que nous serons de nouveau à l'antenne cet automne et que donc aujourd'hui, c'est la dernière de la saison. Et ce sera une émission placée sous le signe des Samuels. Oui, nous aurons 2 Samuels à l'automne aujourd'hui. D'abord, Samuel Pignedoli d'Espace Multisoleil qui sera avec nous en studio. Ou devrais-je dire Gnocchi, car Samuel a conservé son nom de moniteur de camp, bien qu'il soit directeur général d'un organisme qui offre des activités de loisirs pour les jeunes qui vivent avec de multiples déficiences. Préparez-vous à entendre un jeune homme inspirant qui a eu l'occasion de créer déjà dans le passé plusieurs organismes sans but lucratif ici au Québec et également en Afrique. Notre second Samuel pour le bloc 2 que nous recevrons en audio nous parlera des gens qui sont essentiels à notre survie, les agriculteurs. Car c'est grâce à eux que 3 fois par jour, nous mangeons. Et souvent, leur travail n'est pas toujours facile. On a pu voir là, dans les journaux, ici au Québec, mais entre autres en France, comment il y a une crise des agriculteurs. Alors, heureusement, il y a un organisme qui existe, qui s'appelle Au cœur des familles agricoles et qui aide nos agriculteurs et agricultrices à vivre davantage de bien-être pour que, à notre tour, on puisse vivre du bien-être et bien manger. Bien-être et bien manger. Alors, ce sera un plaisir de recevoir Samuel Gosselin de l'organisme Au cœur des familles agricoles. On fait une courte pause et on reçoit notre premier Samuel. Alors, bonjour à nouveau aux Héros Anonymes. C'est le dernier épisode de cette saison et on a 2 Samuels à l'antenne aujourd'hui. C'est merveilleux. 2 hommes qui sont à la tête d'organismes vraiment inspirants. Vous allez voir à quel point les 2 organismes jouent un rôle vraiment particulier dans des domaines complètement différents. Et nous avons le plaisir d'avoir en studio aujourd'hui et en rediffusion YouTube Samuel Pignedoli. Ou devrait-on dire Gnocchi?
À votre convenance. Bien sûr, bon, mon identité passe plus par mon prénom que par mon sobriquet. D'où vient ce briquet, Samuel? Ouais, c'est une petite anecdote. En Oui. fait, quand je suis arrivé à la direction générale de cet organisme, Espace Multisoleil, très rapidement, bon, j'ai rencontré les équipes, mais la directrice qui était en place à l'époque m'a dit, comme ça, à la dernière minute, « Ah, en passant, il faudrait que tu te trouves un nom pour te joindre à la tradition d'avoir un nom de camp, un nom qu'on peut adresser aux participants, aux campeurs et tout ça. » Donc, j'ai rapidement trouvé Gnocchi, qui faisait référence un peu Aux à origines mes origines italiennes. italiennes. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on a compris avec le nom de famille. Mais j'avais cru comprendre que c'est pas la première fois, en fait, que vous aviez déjà été moniteur de camp. Ça se peut? Oui. Dans mes premières expériences de travail, c'est vrai que j'ai commencé mes premières jobs d'été là, dans des camps, principalement des camps en nord de la Seine à l'époque. Mm-hmm. Donc, je suis en danse-théâtre et tout ça. Donc, c'était quand même assez spécialisé. Puis oui, j'avais eu l'occasion également de faire des expériences de coordination dans le milieu du loisir. Puis après, je suis allé me promener un peu partout. Puis la vie m'a ramené éventuellement avec cette belle direction générale, avec un organisme qui a une mission très inspirante et très nécessaire. Absolument. Et on se promènera un peu partout dans votre parcours un peu plus tard parce que vraiment, c'est très inspirant de voir des jeunes comme ça qui sont autant engagés pour la société. Et bon, là, c'est la dernière émission des Héros Anonymes. On débute l'été et évidemment, on a pensé au camp de vacances. Et comme on est aux Héros Anonymes, évidemment, on est dans la mission de l'inclusion. Et Espace Multisoleil est vraiment un endroit qui mise sur l'inclusion totale, là. Les personnes pour lesquelles vous œuvrez, on parle de multiples déficiences, des jeunes qui ont de multiples déficiences. Exactement. C'est un organisme qui a une grande histoire. Hein. On va célébrer notre 50e anniversaire l'année prochaine. Donc, ça a été fondé. Merci. Oui, on a des belles célébrations qui s'en viennent. Puis, on espère aussi l'amener à un autre niveau, cet organisme-là, pour notre 50e. Mais oui, dès 1975, ça a été fondé par des parents qui étaient en besoin de services pour leurs jeunes en besoin particulier. Donc, on parle de jeunes qui ont une déficience physique, qui peut aller assez profondément, qui peut être associé ou non aussi à une déficience intellectuelle. Donc, on se retrouve avec toutes sortes de pathologies représentées, toutes sortes de réalités de vie et de réalités de vivre le handicap qui sont représentées chez nos participants, participantes. Ces parents-là ont besoin, évidemment, comme n'importe quel parent, d'organiser leur vie, même quand l'école ne prend plus en charge les jeunes, donc pendant les périodes de vacances et tout ça. Donc, c'est comme ça que Espace Multisoleil a été fondé au départ. Ça s'appelait à l'époque Loisirs Soleil, puis à un moment donné, il y a eu des transitions de nom et tout ça. Mais la mission est toujours demeurée la même, c'est-à-dire offrir des services de loisirs pour justement desservir ces jeunes-là. Présentement, on dessert des jeunes de 6 à 30 ans avec cette mission-là. Et voilà, puis ça donne des opportunités de répit à ces familles-là, mais bien sûr, on centre toute notre action pour que les activités soient plaisantes pour le jeune. Donc, le plaisir, le fun est au cœur de nos activités. Mais vous êtes ouvert davantage toute l'année? C'est vraiment concentré l'été? Si l'offre de services diffère durant l'été? Bien, c'est sûr que ça a commencé avec l'idée de créer des camps d'été parce que c'est là où il y avait une grosse demande, mais on s'est vraiment déployé sur d'autres programmes actuellement. Donc oui, on offre également une programmation à l'année pendant les fins de semaine. Donc on offre tous les samedis de l'année en activités également de loisirs, sport, culture. Puis on a également un très, très beau projet pilote qu'on déploie sur une 3e phase de déploiement cet automne en activité parascolaire pour les jeunes, spécifiquement au secondaire. Donc, pour venir combler la plage horaire, là, parce que le secondaire, ça finit tôt. Donc, ça fait des retours à la maison très tôt pour des jeunes qui ont besoin, en fait, d'accompagnement. Donc, on va venir offrir des activités pendant cette période-là et permettre justement une organisation familiale plus facilitée là-dessus. Mais est-ce que vos locaux sont près de l'école ou adjacents à l'école? Parce que j'imagine qu'il y a un défi aussi de se rendre de l'école à... Est-ce qu'on bénéficie de transports adaptés pour se rendre à vos espaces? Oui, bien, chez Espace Multisoleil, on a une certaine chance, c'est qu'on a des très bons partenariats avec les écoles spécialisées qui desservent
ces participants, ces élèves-là, en fait, ces jeunes-là. Donc, on est à proximité de l'école Victor-Doré, qui est l'école primaire adaptée et qui a un mandat suprarégional pour les handicaps physiques tels que ceux qu'on reçoit chez nous. Et à côté, on a également l'école Joseph Charbonneau, qui est une école secondaire qui dessert la même population. Donc, on utilise leurs locaux. Donc, en fait, ils sont souvent déjà sur place. Mais en effet, si on a des besoins de transport, nos équipes s'occupent du transport adapté. S'ils sont inscrits à la STM, par exemple, on peut s'organiser avec certaines autres familles qui sont à l'extérieur du territoire aussi s'ils ont besoin d'un service chez nous. J'ai cru comprendre là, qu'il y avait des projets, justement, de pouvoir gérer un petit peu plus la notion de déplacement et de pouvoir leur offrir une expérience peut-être élargie. Oui, ça, c'est vraiment un très, très grand souhait. Puis on continue d'entretenir beaucoup notre déploiement de services là-dessus. C'est que on veut s'assurer que ces jeunes qui ont souvent des handicaps importants puissent vivre les mêmes opportunités d'activité que n'importe quel autre jeune, que ce droit-là soit respecté. Et pour ça, des fois, il faut user de créativité, mais ça nous emmène à aller un peu partout dans le territoire montréalais puis à l'extérieur, de faire des sorties en grande quantité. Et puis, en effet, on a des enjeux. En fait, souvent, quand on va dans certains lieux de sortie, ils sont prêts à recevoir nos groupes, mais des fois, ils n'ont pas les installations nécessaires pour certains soins. Je pense, par exemple, aux soins d'hygiène. Il y a certains jeunes qui ont besoin d'utiliser un lève-personne puis d'avoir des soins d'hygiène sur une table. Donc, à ce moment-là, des fois, c'est pas toujours bien adapté à ces besoins-là. Et pour notre 50e, on a justement un super beau projet de développement d'une salle d'hygiène mobile qui nous permettrait d'offrir encore plus de sorties diversifiées parce qu'on aurait une certaine autonomie sur ce service-là et on pourrait donc aller visiter des lieux qui sont moins adaptés à la réalité de nos jeunes. Donc, ça pourrait bonifier l'expérience et les opportunités de faire en sorte que ces jeunes-là se sentent comme n'importe quel autre jeune. Ouais. C'est ce qu'on leur souhaite, puis c'est ce que les parents ont envie aussi qu'ils vivent comme expérience. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont... Ça se répartit en fauteuil roulant ou ceux qui ont plus des handicaps physiques? Ou... Oui, notre dénominateur de base, c'est la déficience physique. Après, peut se joindre une déficience intellectuelle ou pas. Donc, on a une bonne majorité qui sont en fauteuil roulant, en effet, soit fauteuil manuel ou fauteuil électrique. On en a d'autres qui sont marcheurs, mais qui ont quand même une certaine déficience physique, donc qui sont capables de se déplacer soit avec une aide technique, une marchette, un tricycle ou quelque chose comme ça, ou qui sont capables de marcher sur deux pieds, mais qui ont quand même des certaines limitations. Des défis de mobilité. Oui, mais en grande majorité, c'est vrai que c'est le fauteuil roulant qui prévaut. Et qui s'occupe de ces jeunes pour leur faire vivre une belle expérience? Qui sont les membres de votre équipe? C'est une très belle équipe, très motivée, des jeunes qui ont envie de partager et également d'avoir une relation d'échange avec ces jeunes-là. Souvent, quand on vient demander à nos employés pourquoi est-ce qu'ils aiment travailler à Multisoleil, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi un camp de jour régulier, ils vont nous répondre en fait que c'est vraiment la relation qu'ils vont développer, la relation spéciale avec le jeune et le sentiment également d'accomplir quelque chose qui fait du sens pour eux. Donc, je pense que dans cette grande équipe-là, c'est vraiment ce qui déplace, ce qui motive. Et un autre élément qui favorise aussi la rétention de nos employés, c'est le fait qu'on fait en grande majorité des jumelages en 1 pour 1. Bien sûr, ce sont des jeunes qui ont besoin d'une attention particulière, donc ça leur prend un accompagnateur vraiment jumelé à eux. Mais ça a aussi pour bénéfice, en fait, de développer des relations profondes, des relations entre les jeunes et les animateurs. Donc, ça devient une grande équipe, en fait. On a 24 jeunes par semaine de camp d'été là, qui commence bientôt. Donc, on a aussi 24 personnes sur le terrain. C'est quand même une grande équipe. Là, on est sur YouTube. Tant qu'à être sur YouTube, si vous voulez vous promener après, si on tape Espace Multisoleil, on voit d'ailleurs quelques-uns des animateurs de votre équipe dire ici, c'est une famille. Et j'ai entendu aussi le mot « safe space ». Oui. On se sent bien. Comment vous avez réussi à créer ça? En fait, on a plusieurs initiatives pour être un employeur de choix dans le domaine. On essaie on a des échelles salariales qui sont bonifiées, qui sont également compétitives par rapport aux autres
similarités aux autres emplois similaires du milieu. On porte une attention particulière sur le sentiment de collégialité entre les employés. Donc, on y va de comités de team building et choses comme ça. Il y a beaucoup de reconnaissance employée qui se fait. Mais c'est vrai que ce safe space-là est aussi créé juste par notre relation avec la différence. Parce que, en partant, la table est mise un peu. Exactement, comme on a une intervention avec des gens qui vivent leurs différences et avec lesquels on veut justement faire en sorte que leur différence ne soit pas une limitation, mais bien un trait foncier de leur personnalité et de pourquoi on les apprécie. Bien, ça va dans tous les sens à ce moment-là. Puis c'est ce qu'on s'attend des équipes et c'est ce que les équipes apportent souvent sur la table. Samuel, on fait une courte pause et on est de retour au Héros Anonyme dans quelques instants. De retour au Héros Anonyme, nous sommes avec Samuel Pigné-Dolly, le directeur général d'Espace Multisoleil. Donc, on a eu l'occasion un peu de voir un peu les différents services qui sont offerts. Et Samuel, tu nous parlais que le 50e s'en vient à grands pas. Il y a ce projet-là d'unité mobile pour pouvoir offrir des soins. Il y a d'autres projets là, qui vous tiennent à cœur. Oui, bien pour notre 50e, c'est vrai qu'on veut célébrer en se dotant de 3 grands objectifs. Il y a cette salle d'hygiène mobile, mais on veut également surtout desservir plus de jeunes. Et pour ça, il faut vraiment faire un changement d'échelle. Donc, ça nous oblige à développer en fait ce service-là de camp d'été sur un 2e site. Donc, on veut se doter d'un 2e site pour pouvoir accueillir 50 jeunes pour notre 50e à chaque semaine de camp. C'est beau! Et l'autre projet qu'on met sur la table, c'est également justement le développement de ces activités parascolaires dans le milieu secondaire sur l'ensemble de l'année scolaire. Donc, présentement, on est un petit peu plus sporadique, mais là, on voudrait offrir un service vraiment sur l'ensemble des journées d'école pour les jeunes du secondaire, pour les accompagner en parascolaire. Puis, évidemment, ces jeunes au niveau secondaire ont des besoins peut-être un peu plus spécifiques parce qu'ils sont en phase d'adolescence. Donc, c'est le développement et c'est pas facile pour personne. Exact. Et c'est les mêmes enjeux et peut-être que certains enjeux sont exacerbés par la quête identitaire que ces jeunes-là traversent. Donc, les besoins de socialisation, de trouver de l'utilité dans la communauté sont d'autant plus importants. Donc, c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur le développement spécifique de cette offre-là, puis qu'on veut l'axer beaucoup sur comment est-ce que ces jeunes peuvent non seulement, évidemment, bénéficier de services, mais ils sont souvent dans cette posture-là. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent se mettre dans la posture inverse et offrir des services à la communauté? Oui, pour pouvoir sentir pleinement qu'ils en font partie de cette société-là. Donc, on parle de quoi? Une offre de services? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'organismes, entre autres, qui vont faire du publipostage ou du genre de tâches routinières. Oui, plateau de travail ou des choses comme ça. Ça, c'est plus la dimension employabilité. Nous, on est vraiment dans le plaisir puis dans le développement de la personne. Donc, on a décidé de plus s'en aller vers, par exemple, des cafés-rencontres ou des cafés philosophiques. Donc, où on va rencontrer des gens de la communauté qui vont venir partager leur vécu, qui vont être capables d'aller échanger, mais également des projets d'implication sociale. On vient d'en terminer un actuellement, il y a quelques semaines. Nos jeunes ados qui sont dans ce projet-là, dans sa phase 2, dans sa phase initiale, ont développé un stand de limonade sur la place publique et ils ont vendu de la limonade à contribution volontaire. Et en 2 heures, ils ont ramassé 165 $ qu'on est venu doubler.
Et ils ont choisi un organisme eux-mêmes à qui remettre ces fonds-là. Donc, c'est une façon de recontribuer à d'autres missions sociales importantes. L'organisme qui a été choisi par nos jeunes, c'est l'organisme Pour 3 points, qui forme en fait des coachs de basketball à l'intérieur d'interventions sociales chez des jeunes qui vivent avec des situations problématiques ou des situations spécifiques. Plus relié à l'éducation psychologique? Ou, oui, défavorisation. Oui, d'accord. Contexte de défavorisation générale. Donc, ils ont choisi de remettre les dons à une autre cause. Oui. Et c'est ce qui est beau. Oui. C'est ce qui est inspirant, c'est d'être capable de leur faire comprendre et de leur faire vivre quelque chose, d'une initiative dans laquelle ils sont acteurs d'un changement. Mm-hmm. Et je pense que c'est nécessaire au déploiement de n'importe quel être humain. On parle d'acteurs de changement. Je pense qu'ils avaient un superbe exemple en leur directeur général. Je lisais qu'il y a beaucoup de projets que vous avez créés ici au Québec, mais également en Afrique. Racontez-nous. Ça commence à dater, c'est autour des années 2010-2011. Oui, mais quand même, on vous regarde, là, on voit qu'on n'a pas affaire à une personne du 3e âge. Donc, en effet. Quel âge vous aviez quand vous avez débuté tout ça? J'étais dans la vingtaine. Mm-hmm. Donc, 2010-2011, dans un contexte complètement personnel, j'ai eu l'occasion de voyager en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin, un peu au Togo aussi, mais j'étais vraiment installé au Bénin, donc l'Afrique subsaharienne de l'Ouest. Et à partir de là, j'ai eu des contacts avec d'autres amis. On a vu en fait plusieurs enjeux et j'ai principalement développé des projets personnels là-bas, en fait, qui sont devenus un peu des causes et de l'implication sociale. Donc, un projet de fondation de clubs environnementaux, parce qu'il y a des grands enjeux de salubrité dans les villes là-bas. Donc, on s'est adjoint, en fait, la collaboration de 3 lycées, donc 3 écoles secondaires de là-bas. Puis, on a développé des clubs environnement en parascolaire, puis on a développé une méthode pour autonomiser ces clubs-là et faire en sorte que ils puissent être animés par les jeunes eux-mêmes et qu'ils puissent développer des projets liés à l'environnement, liés à la qualité de vie à l'intérieur de leur milieu de vie. Et par la suite également, on a développé un projet qui était plus au niveau de l'accessibilité à l'éducation. Il faut savoir qu'au Bénin, l'éducation est publique, elle est gratuite, mais il y a quand même une espèce de petite taxe d'entrée, entre guillemets. Là, il faut se doter d'un uniforme. C'est l'uniforme qu'on appelle le kaki. Et pour certaines familles, c'est un investissement qui est... pour nous, c'est pas grand-chose, mais pour certaines familles, c'est impossible de faire cet investissement-là. Donc, ça vient limiter l'accès à la scolarisation, surtout dans les villages qui sont loin des grands centres. Donc, on a fondé un kaki pour le Bénin avec 2 autres de mes amis ici québécois et on a, à ce moment-là, fait des levées de fonds pour financer la confection d'uniformes là-bas pour permettre la scolarisation de certains jeunes. Le site Internet doit toujours exister. Oui, là, ça fait quelques années j'allais vous demander qu'on n'a pas... si ça a été pérenne ou qu'est-ce que ça a développé là-bas. On a fait, si je me souviens bien, 6 ou 7 remises de kaki. Donc, ça a duré à peu près 6 ou 7 ans. Ah oui? Oui, puis on les a documentés, tout ça. Donc, on a aussi entretenu un petit site web, un site web et un blog pour pouvoir un peu aussi sensibiliser à la réalité culturelle des gens de là-bas et tout ça. Ça a été une belle expérience de redonner ce que l'Afrique était venue me donner, me faire apprendre. Oui. Je me demandais justement en quoi ça vous a préparé au poste que vous avez en ce moment? Je pense que toutes nos expériences de vie contribuent d'une certaine manière à où on se rend. Je pense que le développement de projets qui nous inspirent, qui nous animent, c'est le dénominateur commun de pas mal toute ma carrière. Je me suis toujours mobilisé, j'ai toujours travaillé pour des choses qui faisaient sens pour moi, dans lesquelles j'étais capable de voir l'impact direct, le bienfait, la validité. Et puis, c'est un peu peut-être ce que ça m'a préparé à faire, c'est-à-dire m'assurer que tout était bien aligné à l'intérieur de mes convictions. Et voilà.
Et qu'est-ce qu'on vous souhaite, Samuel, pour le futur? À quoi ça vous prépare, tout ça? C'est une bonne question. Je pense que il faut souhaiter à Espace Multisoleil d'être capable de continuer de se déployer sur 50 ans, de prendre plus de place dans le milieu du polyhandicap, de devenir un fer de lance, un exemple à suivre, qu'on puisse également collectivement réfléchir à qu'est-ce qu'on offre à nos jeunes en situation de handicap à partir du moment où ils deviennent adultes, parce que c'est souvent là où les trous de service s'installent. Et peut-être de façon plus professionnelle et plus personnelle à moi, ben, on peut me souhaiter de poursuivre à l'intérieur d'objectifs de vie et d'objectifs professionnels qui continuent d'être en phase avec les besoins sociétaux. Et comment les gouvernements reconnaissent, bref, je vais vous poser la question du financement, parce que vous disiez un peu plus tôt que vous pouvez offrir de meilleurs salaires qu'un autre type de camp de vacances. Donc, de quelle manière vous réussissez à compenser cet écart? Ben, les gouvernements sont quand même assez sensibles aux besoins des jeunes en situation de handicap. Présentement, il y a également une belle mise de fonds, en fait, un bel ajout d'argent au niveau provincial pour les services liés au répit. Donc, tous les services qui occasionnent du répit pour les familles. Donc, on est beaucoup axé sur ça, sur le fait que la santé mentale, à la fois des jeunes et de leurs familles, passe par le fait que les familles aient du temps pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup d'argent là-dessus. C'est sûr que c'est un milieu qui gagne encore à être connu des milieux philanthropiques, je crois. C'est à partir de ce moment-là, je pense, où on peut commencer à imaginer bonifier nos services. Et puis, c'est quand même très attirant, je pense, pour le milieu philanthropique de s'investir dans des causes comme le polyhandicap parce que les impacts sont très directs et sont à courte vue. Donc, ce n'est pas des impacts sur du long terme ou sur du moyen terme. On peut voir vraiment des impacts concrets directement dans le sourire de nos jeunes. Ah, que c'est bien dit. Puis j'entendais validité aussi. Donc, des fois, on va s'investir dans des causes où on va donner des dons, puis on ne voit pas toujours l'impact concret. Donc, puis des fois, ça peut questionner justement la validité des dons. Donc, si on a envie de vous aider, j'imagine que les dons sont ouverts. Il va y avoir une campagne pour le 50e. Oui, elle est déjà lancée sur le site Internet. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un don si vous le souhaitez, un don individuel. Puis bien sûr, on cherche à s'adjoindre la participation de fondations ou de grandes entreprises qui voudraient nous aider à atteindre le palier supérieur. Le site Internet, on vous rejoint où? espacemultisoleil.org. Si vous connaissez des gens qui ont besoin de services pour leurs jeunes de 6 à 30 ans, qui vivent avec une déficience physique associée ou non à une déficience intellectuelle, référez-les vers nous, ça va nous faire plaisir. On a aussi une politique d'accessibilité à nos services qui nous permettent d'offrir des services à moindre coût pour des familles qui en ont besoin. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir été avec nous et de partager ce parcours inspirant. Merci. Merci. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Grâce à eux, nous mangeons tous les jours. Ce sont nos producteurs et productrices agricoles. Or, pas moins de 58% d'entre eux présentent des symptômes d'anxiété et 35% des symptômes dépressifs. En juillet 2023, environ 2000 interventions ont eu lieu dans 9 régions du Québec, soit plus que toute l'année 2022. Heureusement, il y a un organisme qui vient à la rencontre de ces producteurs agricoles. Il s'appelle Au cœur des familles agricoles et on a le plaisir de recevoir leur directeur général, son directeur général, Samuel Gosselin. Bonjour, Samuel. Oui, bonjour. Merci de l'invitation. Qu'est-ce qui se passe avec nos agriculteurs? Qu'est-ce qui se passe avec nos agriculteurs? C'est que ils ont un style d'emploi du temps et de réalité qui est assez différente là, de la majeure partie de la population en général. Les producteurs agricoles, c'est des entrepreneurs, ils travaillent avec le vivant. Il y a beaucoup encore au Québec d'entreprises familiales. Donc, c'est tous des éléments qui amènent des impacts là, et une réalité qui est à la fois belle, mais aussi avec certains défis. Oui.
Et on le sait que du côté, autant du Québec, mais même en France, là, la crise des agriculteurs, je pense, nous sensibilise à la réalité qu'ils vivent au quotidien. Pardonnez-moi, j'ai mal compris. Oui, je dis que y a eu plusieurs crises du côté des agriculteurs, des conditions, notamment en France, là où ça a beaucoup bougé. Bon, vous allez me dire, en France, on manifeste souvent pour beaucoup de différentes causes, mais on a vraiment senti là une sensibilisation d'une réalité qui est exacerbée par l'économie, par la guerre. Oui, effectivement. Puis bon, c'est certain que les différents gouvernements prennent des mesures puis des orientations là, pour soutenir ou faciliter là, les activités agricoles. En France, il y a notamment l'effet là, avec l'utilisation d'un gaz, dans le fond, diesel particulier là, pour le milieu agricole qui souhaitait réaugmenter des taxes. Là, fait que ça a eu un effet amplificateur en plus là, des différentes réalités. Mais si on revient là, au Québec, c'est certain que les guerres comme celle de la Russie qui envahit l'Ukraine, ça a un impact majeur parce que l'Ukraine est un des plus gros pays producteurs de céréales au monde. Et le fait de nuire à son économie puis à l'exportation de ses récoltes, ça a un impact sur le prix du grain. Les producteurs de grains québécois et canadiens envoient des impacts positifs, mais les producteurs pour les éleveurs d'animaux qui ont besoin de grains. Comme matière, oui. Leur bétail, va avoir des impacts négatifs là, avec cette hausse-là. Même chose pour la pénurie que ça peut engendrer au niveau de certains intrants, là, comme le phosphore ou d'autres éléments là, qui sont utilisés dans le cadre de la production agricole. Donc, ça déstabilise les marchés, puis ça a un impact majeur. Fait que pour un agriculteur, c'est pas parce qu'il fait très bien son travail avec la plus grande minutie, la plus grande attention, la plus grande prévention que le résultat va être celui qui serait peut-être mérité. Une grêle sur un champ de légumes, ça va être très dévastateur pour une récolte. Le producteur, quand même, qui aura bien préparé ses champs, bien entretenu ses plants, puis favoriser là, tous les éléments qu'il peut contrôler, peut avoir des répercussions. Mais là, c'est ça, on essaye un peu d'identifier les facteurs qui peuvent expliquer là, les statistiques qu'on a données en introduction là, sur l'anxiété, les symptômes dépressifs et autres. Je crois que les agriculteurs sont aussi beaucoup tributaires là, des changements climatiques. Oui, effectivement. Puis de la façon qu'on a d'occuper le territoire, là aussi, comme population, parce que si, exemple, là, on crée un certain étalement urbain aussi, exemple, on utilise les cours d'eau d'une façon qui fait que on fait une surcharge rapide des cours d'eau, mais ça peut avoir des impacts là pour effriter là, les cours d'eau en milieu agricole. Donc, ils sont effectivement là, des répercussions majeures. Puis c'est pour ça que chez Au cœur des familles agricoles, depuis 20 ans, on a mis en place un système qui permet de travailler au bien-être de ces familles-là pour qu'ils puissent continuer à les nourrir 3 fois par jour et de le faire dans un bien-être puis une meilleure ambiance pour eux. L'idée est vraiment pas de faire peur aux gens à se lancer dans l'agriculture ou à essayer de décourager les gens de le maintenir. L'idée est avec des intervenants qu'on appelle des travailleuses et des travailleurs de rang, d'améliorer, dans le fond, le fonctionnement social de ces personnes-là pour qu'ils soient mieux à même de répondre positivement aux facteurs de risque qu'on a mentionnés. La façon dont on perçoit une situation a un grand impact sur une façon d'y répondre. Donc, avec des travailleurs de rang qui sont formés en intervention psychosociale, comme des travailleurs sociaux, on aide les personnes à avoir une meilleure relation avec leur réalité, que ce soit avec les membres de leur entreprise, de leur famille, mais aussi de mieux réagir au stress occasionné
puis de pouvoir mieux se relever. Donc, on n'a pas de soutien financier, mais on travaille là au niveau de la personne, comment elle peut améliorer son fonctionnement social. Et ça a des impacts. Puis, on est chanceux, au fil des ans, la norme sociale a changé au niveau de la consultation. La norme sociale, on parle de quoi ici? On essaie de normaliser la demande d'aide. Que quelqu'un consulte pour avoir de l'aide pour ses champs avec un biologiste, avec un agronome, c'est normal que quelqu'un interpelle son vétérinaire pour certaines maladies sur ses animaux ou améliorer sa santé ou prévoir les vélages, c'est normal. Mais notre principal outil de travail, c'est nous-mêmes. C'est soi-même, c'est ça. Et avoir l'aide de professionnels pour prendre soin de nous-mêmes, c'est aussi quelque chose qu'on devrait normaliser, c'est rendre normale la perception de consulter pour soi-même. Que ce soit un médecin, que ce soit de l'aide psychosociale comme nous on offre, là, un intervenant pour faciliter, améliorer donc notre vécu. Puis la façon qu'on le fait, on est avec une clientèle qui peut moins souvent, exemple, se déplacer, qui a une réalité qui est assez hors norme parce que en agriculture, des fois je le dis, les gens travaillent en élevage, un animal ne peut pas se passer de nous là, une journée. Là. En fait, c'est 365 jours par année, 366 cette année. Tu sais. C'est un peu pour ça que vous vous êtes inspiré du modèle des travailleurs de rue? Oui, ça permet de faire de la prévention. D'aller vers les ressources, fait que une marge de manœuvre plus grande. Et nous, par contre, contrairement à un travailleur de rue qui est avec une clientèle qui est un peu plus désorganisée, nous, on prend des rendez-vous avec les gens. On se déplace, mais aussi on peut faire des rendez-vous à distance et on monte des dossiers. Mais tu sais, comme je l'ai dit, on a des professionnels formés au niveau universitaire, donc c'est très professionnel et c'est confidentiel. Mais c'est aussi très adapté. On s'assure que notre équipe comprend bien la réalité agricole, les enjeux actuels dans les différentes productions. Fait que quand le productrice ou le producteur vit quelque chose, il n'y a pas besoin de mettre en contexte auprès de l'intervenante. Ah oui, là, ces temps-ci, je suis dans les champs où j'ai des problèmes parce que là, il y a des baisses de revenus dans tel élément. Ça, nous, on est déjà un peu sensible, puis on comprend les termes utilisés, puis la réalité annuelle là, dans les différentes productions. Fait que ça facilite la consultation. Puis un autre élément, c'est qu'on prend les références. Les gens peuvent nous appeler directement chez Au cœur des familles agricoles pour référer un proche, un client, une productrice, un producteur agricole. Fait que vos auditeurs qui vont dans les marchés publics ou qui habitent en ruralité ou qui travaillent auprès de cette clientèle-là, il me semble que ça fait un bout qu'on se côtoie, puis il me semble que ça a l'air de moins bien aller. Sais-tu qu'il y aurait la possibilité de rencontrer une travailleuse de rang? Il y en a une dans la région, si tu veux. Je pourrais les contacter, puis ils vont entrer en contact avec toi. Ça sera à toi de voir si ça t'intéresse. Si tu as des questions, ils vont pouvoir y répondre. Puis moi, comme référent, je ne serai pas au courant de savoir si tu as accepté ou non les services, c'est que ça demeure confidentiel. La personne se sent respectée. Puis on peut s'assurer de ne pas avoir laissé la personne un peu à elle-même de se dire « Ah, j'appelle-tu vraiment là? Ils peuvent-tu vraiment m'aider? » Donc, c'est ça. Fait que l'an passé, au cœur des familles agricoles, avec nos 13 travailleuses de rang en activité, on a aidé 930 producteurs différents là, sur le territoire couvert pour près de 4000 interventions. Et est-ce que ça s'approche, ce mouvement-là, du mouvement des sentinelles? Qui sont un petit peu à l'affût de ce qui pourrait se passer, de gens qui ont peut-être des besoins psychosociaux? Oui. En fait, on travaille beaucoup, dans le fond, avec des sentinelles. C'est que avec l'Union des producteurs agricoles avec qui on collabore, là, une collaboration de tous les jours, qui sont proches de leurs membres, on va dans leurs assemblées, ils ont développé une formation adaptée au milieu agricole avec les centres de prévention suicide. Donc, les sentinelles, pour les auditeurs, les auditrices qui ne connaîtraient pas, c'est des gens qui ont une formation
qui permet d'avoir une meilleure vigilance sur les symptômes qui peuvent paraître là, de quelqu'un qui pourrait avoir des tendances suicidaires et savoir un peu comment prendre la situation en main pour assurer une référence. On ne parle pas de quelqu'un qui apprend à faire l'intervention, mais qui sait comment nommer les choses puis amener les gens vers les services. Il y a une formation qui existe au Québec qui est dispensée dans la plupart des régions du Québec, toutes les régions agricoles, et c'est possible là, en contactant un centre de prévention suicide de sa région de suivre cette formation-là de 7 heures qui est gratuite avec la collaboration de l'Union des producteurs agricoles. On s'assure que, exemple, comme je donnais tantôt, les corps de métier qui entourent le milieu agricole, que ce soit les gestionnaires de comptes dans les institutions financières, que ce soit les agronomes, les vétérinaires, les agriculteurs eux-mêmes qui se côtoient, ce type de formation-là pour être vigilant, puis pouvoir accompagner, puis savoir nommer les choses. Puis nous, dans le fond, lorsqu'on reçoit de la clientèle ou on se fait référer, ben ça nous arrive là, de faire l'évaluation du risque suicidaire, étant donné que des fois, on peut constater là, une situation qui se dégrade. Et dans ce cas-là, on peut référer vers un centre de crise. Mais si c'est d'autres besoins, ben, on va garder la personne là, dans nos services pour les interventions. Mais on s'entend qu'on doit si une personne qui agit un peu comme sentinelle doit d'abord valider auprès de la personne et non pas appeler sans son consentement. Bien, c'est important de nommer les choses pour garder notamment la confiance. Ouais. Là, je ne ferai pas avec vous là, une présentation de la formation sentinelle parce que ça serait tout sauf complet. Puis c'est important là, de bien suivre les étapes là, quand on a une intervention. Mais quand on voit quelqu'un qui ne file pas, qui va pas bien puis qui semble très négatif, ou on peut le voir mettons, sur une entreprise agricole, quelqu'un, ben là, le lieu a l'air moins entretenu, la personne peut être plus brusque avec ses animaux, ce qui est assez très, très rare. Là. Donc, souvent, là, on va dénoter une certaine détresse ou une certaine frustration, la personne peut être débordée sur le bord d'un surmenage. Donc, c'est important d'aborder les choses avec la personne, puis notamment si on pense que la personne peut avoir les idées suicidaires, ben c'est important de le nommer, puis de le nommer clairement, là, pas sans détour. C'est pas est-ce qu'il va y avoir la possibilité de se revoir si je passe demain? Ça, c'est pas clair. Ouais. Est-ce que tu as pensé à mettre fin à tes jours ou à t'enlever la vie? Puis si oui, ben là, la personne, est-ce que tu as des plans? Est-ce que tu as si une personne a des plans, si une personne n'a pas de plan, ça peut jouer beaucoup. Puis bon, selon le genre aussi, ça peut jouer. Fait que, c'est important là, d'être sensible. Puis nous, au Cœur des familles agricoles, ben, on prend beaucoup de références des gens qui sont justement sentinelles là, pour pouvoir poursuivre là, avec la clientèle. Puis on collabore aussi beaucoup de plus en plus avec des centres de santé. Fait que quand on a terminé là au niveau de la marge de manœuvre qu'on pourrait faire, parce que nous, c'est pas une intervention comme un psychologue avec une psychanalyse où on retourne dans l'enfance. Nous, c'est une approche très pragmatique appliquée à les défis qu'on vit en ce moment. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est bon, des fois, ça répond aux besoins, des fois, c'est pas assez. Fait que ça, dans le fond, nous, l'idée, c'est pas de jouer au super-héros, c'est, OK, on fait ce qu'on peut avec le bout qu'on a et de pas être de rester en complémentarité avec les autres ressources. Donc, on fait cette part-là. Puis, quelqu'un qui est suivi chez nous peut aussi, ultimement, venir en répit s'il peut se libérer de son entreprise. Parce que à notre siège social à Saint-Hyacinthe, on a une maison et c'est possible là, pour quelqu'un de venir se reposer, de prendre un recul sur son entreprise, puis avec son intervenant ou un autre membre de l'équipe, poursuivre là, l'accompagnement, mais des fois un peu plus accéléré, puis avec un recul qui fait que les choses sont plus claires pour la suite, mais c'est pas toujours possible pour quelqu'un de se libérer de l'entreprise pendant une semaine pour le faire. Samuel, juste avant de prendre une courte pause, je veux justement revenir sur un petit point que vous avez mentionné. Vous dites selon le genre. Est-ce que c'est plus difficile pour les producteurs agricoles masculins ou féminins? Est-ce qu'il y a une différence? Bien,
Nous, dans notre approche, on se base beaucoup sur les recommandations en santé et santé et bien-être des hommes. La plupart des gens de la communauté agricole ont pas mal des traits typiques là, qui sont ciblés par en santé bien-être des hommes, étant donné que difficulté à être rejoints, souvent c'est des gens qui sont souvent en mode solution puis se sentent imputables dans leur entreprise, fait qu'ils vont prendre moins soin d'elles et plus soin de leur organisation, de leur entreprise, de leurs animaux, de leur champ avant de se soucier de leur santé. Fait que des soins qui sont adaptés, disponibles. Nous, on peut se rendre à la ferme. Il y a le tiers de notre intervention qui se fait soit à la ferme ou dans un autre lieu là, où on se déplace. Le reste, téléphone. Fait que, oui, toute la clientèle agricole a un peu ce trait-là typique, mais demeure que encore beaucoup d'hommes hésitent plus à solliciter des services. On a plus d'hommes que de femmes dans nos services parce que la communauté agricole est encore plus représentée au niveau masculin, mais au cours des années, ça a baissé là, en pourcentage. On est rendu à peu près 56 % d'hommes, 44 % de femmes, mais en 2022, c'était 66 % d'hommes. OK, donc, d'accord. Les références, ils font pour beaucoup. Là, on est en train de trouver des solutions pour mieux pouvoir cibler nos statistiques, pour pouvoir dire est-ce qu'on a plus d'hommes qui sont préférés que de femmes. Ça doit avoir vraiment un portrait clair, mais ce qu'on sent, c'est que d'avoir une facilité d'être malléable, de pouvoir déplacer un rendez-vous, de pouvoir s'adapter, c'est quelque chose qui favorise la consultation. Puis oui, entre les hommes et les femmes, il reste toujours là, un peu plus de résistance là, chez l'homme à solliciter de l'aide. Samuel, on fait une courte pause et on revient dans quelques instants. Merci. Chantal Doré de retour avec vous pour ce dernier bloc de notre dernière émission de la saison 3. Nous poursuivons notre discussion avec le directeur général de l'organisme Au cœur des familles agricoles, Samuel Gosselin. Samuel, j'ai lu une phrase qui m'a vraiment troublée là, dans le dossier de recherche. C'était le témoignage d'un agriculteur qui dit « Si ce n'avait pas été de la travailleuse de rang, j'aurais sacré le feu à ma ferme. » Je comprends qu'il y a des c'est fort, là. Ça. Oui, c'est très tragique parce que il faut comprendre que les producteurs agricoles s'identifient autant on réussir dans notre vie, dans notre travail, être apprécié. Je vous disais, les producteurs n'ont pas toujours les résultats en lien avec la qualité du travail qu'ils ont fait. Fait que c'est souvent difficile, très ingrat. Quand on vit des situations compliquées. Puis, comme l'entreprise, on investit beaucoup dedans, il est reconnu que pour faire $1 de revenus en agriculture, il faut souvent investir 8 à 9 $ avant d'avoir un premier dollar de revenus. Les gens, ils ont mis vraiment beaucoup de sous, beaucoup d'énergie, des fois plusieurs générations aussi. On a le poids de « Hey, je suis chanceux, j'ai le leg de ma famille », mais si on n'est pas bien là-dedans, aussi la conjoncture fait que l'entreprise ne permet plus d'en vivre, il faut que ça soit possible de sortir de l'agriculture dignement et non les pieds devant, là. Donc, et ça, je crois que c'est un enjeu parce qu'il y a contrairement à la vente ou la transition vers d'autres entrepreneurs, par exemple, la reprise d'entreprise, c'est un peu difficile parce que la valeur est plus sur papier à ce moment-là? C'est effectivement le cas parce que
quelqu'un qui, je vous donne un exemple, dans certaines productions, quand la production va bien, dans le domaine porcin, on a vécu des années difficiles. Oui. Notre production est beaucoup en lien avec l'exportation. Fait que quand il y a des pays qui nous ferment leur marché, ben, ça a des répercussions directes. Et quelqu'un qui a investi, exemple, dans une entreprise porcine, si il a souhait de réduire la production porcine au Québec, ben c'est pas possible de demain dire je vais transformer ma ferme en étable puis je vais faire du lait. C'est des coûts magistraux, c'est vraiment pas le type d'installation. Fait que c'est difficile c'est plus difficile de pivoter, contrairement à d'autres entrepreneurs qui peuvent décider de dire on va donner tel type de service plutôt que tel autre parce que les investissements qui sont sur place sont considérables. Oui, c'est ça. C'est moins malléable. Puis, tu sais, je vais déménager de région, ma famille est rendue plus à telle place. Mais une ferme, on l'a choisi pour le lieu de production, contrairement à un commerce, exemple, qu'on va choisir pour une vente ou une entreprise qu'on va construire près du lieu où on va avoir la clientèle ou la main-d'œuvre. L'entreprise agricole, on va la construire où on a les moyens, mais aussi où elle est productive. Puis, c'est des énormes défis. Puis, dans le fond, c'est pour ça que nous, nos motifs d'intervention, on a vraiment une diversité très large, mais c'est beaucoup axé sur comment l'humain agit. C'est le fonctionnement social de la personne. Les communications de couple, des communications entre copropriétaires. Et on a une grande majorité des interventions qui sont faites auprès de producteurs laitiers. Les producteurs laitiers au Québec, c'est 15% des entreprises, mais nous, c'est 53% de notre clientèle. Mais une entreprise laitière, comme je vous ai dit, c'est 24/7. 365 jours par année qui est en activité. Fait que s'il y a une vache qui veille pendant la nuit puis il y a des complications, il faut se lever puis il faut y aller. Je pense spontanément, aux nouveaux parents là, qui développent beaucoup de fatigue. Il y a une réalité similaire, puis on le sait que la fatigue, ça use aussi nos réflexes, ça nous rend plus impatients. Oui, plus irritable. Fait que dans le fond, c'est ça. On essaie d'aider les productrices et producteurs qui vivent des situations qui sont plus difficiles à mieux communiquer les situations comme ça, à mieux échanger à mieux collaborer, puis à utiliser les outils qui sont aussi disponibles et ressources. Des fois, on sert de point d'entrée pour, par la suite, je vous donne un exemple, une famille agricole qui vivrait des difficultés avec un proche aidant, qui aurait au sein de la famille, il agirait aussi comme proche aidant avec un parent vieillissant ou un jeune avec des difficultés particulières. Cette situation-là, si elle n'est pas adressée, si les gens hésitent à aller chercher du soutien externe, ça va influencer aussi sur l'entreprise, puis les gestionnaires, puis les travailleurs dans l'entreprise. Puis, si, exemple, on est notre esprit est toujours en train de penser à qu'est-ce qui va arriver avec ma mère qui vieillit, qui est malade, c'est difficile, elle est à la maison, là, je suis à la ferme, qu'est-ce qui se passe, ou mon enfant va pas bien. Sur un site d'entreprise agricole, des risques de se blesser, il y en a plus que dans parce qu'on manque de concentration à ce moment-là. Il faut faire attention, parce que les risques de blessures, puis certains problèmes de santé mentaux vont aussi suivre des problèmes de santé physique. Parce que si on se blesse, là, on vit des frustrations, on devient limité dans certaines manœuvres, travaux qu'on peut faire. Puis là, la pression que ça nous met, ça a des impacts là, sur notre morale, puis ça peut faire détériorer une situation. Et vous le dites aussi, c'est souvent des entreprises familiales, donc il peut y avoir des enjeux dans le couple en tant que tel ou dans les discussions pour la reprise entre les parents et les enfants. Des visions différentes, puis des fois, là, c'est sur 3 générations en même temps qui se côtoient. Fait que quelqu'un qui est né en 1940 puis quelqu'un qui est né en 2000, c'est peut-être pas les mêmes valeurs, les mêmes visions, puis les mêmes façons de voir l'avenir de l'entreprise, là. Puis ces gens-là se côtoient sur la même entreprise en même temps, ils doivent aider à définir là,
Oui, ben on comprend aisément là, pourquoi un organisme tel que le vôtre est essentiel. Peut-être en terminant, il y avait une balado « Ferme pas ta trappe ». Oui, bien, dans le fond, on a vraiment plusieurs outils qu'on met de l'avant là, pour normaliser, encore une fois, la relation, puis pour démontrer aux gens qu'ils ne sont pas les seuls à le vivre. À chaque semaine, 51 semaines par année, on a une très belle chronique à cœur ouvert qu'on fait paraître dans le journal La Terre de chez nous, mais que depuis maintenant un mois, les gens peuvent consulter sur notre site web. Fait qu'on a vraiment beaucoup de chroniques écrites par nos travailleuses de rang sur des éléments qui vivent au jour le jour et des éléments qu'ils perçoivent là, dans les réalités. Et on a effectivement entamé un balado, là, il y a deux épisodes seulement. On a beaucoup de travail sur le terrain, puis des fois, bon, on a une collègue qui est en parental, là, mais donc il y a vraiment beaucoup d'outils pour diffuser. Il y a maintenant une journée nationale là, de la santé psychologique là, à la mi-avril au niveau des producteurs agricoles. Samuel, on va inviter nos auditeurs à découvrir le rôle essentiel que vous jouez auprès d'eux sur votre site Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et c'est ainsi que se conclut notre dernière émission de cette saison. Un gros merci renouvelé à notre équipe, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, Chantal Doré qui vous souhaite un été magnifique. Je vous invite à écouter nos autres épisodes, bien entendu, sur canalem.vuesetvoix.com et sur l'ensemble des plateformes de balado-diffusion. Et n'hésitez pas, si vous connaissez des héros anonymes, vous avez envie d'en entendre, écrivez à notre recherchiste Catherine Bourderon. Ça sera un plaisir de concocter avec vous une nouvelle saison des héros anonymes l'automne prochain. Bye bye, je vous espère à l'écoute. Bye!